donc on va discuter de la pratique de la zététique avec les enfants. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis un docteur en psychologie, hein, donc j'ai fait ma thèse de doctorat sur, le soukoupisme. Donc le soukoupisme, c'est la croyance dans l'hypothèse extraterrestre pour expliquer les observations d'OVNI, hein. Et donc mis à part ça, j'ai un podcast et une chaîne YouTube consacrée à la zététique ou au scepticisme scientifique, hein. Comme on le verra, les 2 termes, veulent dire la même chose, hein, c'est 2 façons, et donc ma chaîne s'appelle Scepticisme scientifique. Sinon, je suis aussi un membre du comité belge pour l'analyse critique des parasciences, qui est dont le surnom c'est le comité Parrain, hein, qui est la plus vieille organisation sceptique au monde, à notre connaissance. Ouais, j'en reparlerai encore après, hein. Et alors la raison pour laquelle on m'a invité aujourd'hui, c'est, parce que j'ai écrit une série de bandes dessinées pour les enfants qui s'appelle Zach et Zoé, zététiciens en herbe. Donc qui est une série qui s'adresse à des enfants, du niveau primaire, hein, généralement je dis à partir de 5 ans, mais après ça dépend on a fait 5 tomes jusqu'à présent, donc ça dépend le thème aussi un peu, et puis bon, ça suppose quand même une lecture accompagnée par les parents et commentée par les parents, surtout si jeunes. Mais donc ma présentation va être composée de 2 parties, hein. Dans la première partie, je vais expliquer c'est quoi la zététique? C'est quoi ce mot barbare, zététique? Et puis la 2e partie, je discuterai un peu des différents volumes de la BD qu'on a fait, moi et Marius, le dessinateur, principalement pour, illustrer en fait, mon processus. Qu'est-ce que j'ai dit, quels thèmes j'ai décidé d'aborder, comment on a décidé de les aborder, pour les enfants, en espérant que ça vous donne des idées, si vous êtes professeur, donc pour enseigner, en primaire des idées de thèmes ou des idées heu, de notions ou des idées d'activités à faire avec les enfants. On va un peu faire tout ça. Mais tout d'abord, on va parler de c'est quoi la zététique. Donc voilà, là, ce que vous avez sur le PowerPoint, vous avez les 2 personnages, hein, donc la fille, c'est évidemment Zoé, et puis le garçon, c'est Zach, hein, avec leur casquette de zététicien, ouais. Alors en fait, la zététique a été remise entre guillemets «au goût du jour» dans les années 80 par Henri Brock, qui était un physicien. Bon, maintenant il est émérite évidemment, mais à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Et donc Henri Brock a décidé d'utiliser, donc comme on va le voir dans le monde anglo-saxon, on parle de scepticisme scientifique plutôt, ou juste de scepticisme, hein. Si vous avez regardé X-Files quand vous étiez plus jeune, par exemple, dans X-Files, il y a des 2 personnages, il y a Fox Mulder et Dana Scully. Bah, Dana Scully dans X-Files, ils disent que c'est une sceptique, hein, ils disent pas que c'est une zététicienne. Et donc donc la zététique telle qu'elle a été conçue par Brock, c'était, une approche critique du paranormal. Donc on travaille sur le paranormal, mais dans l'objectif d'enseigner la pensée critique. Donc l'idée, c'est vraiment une méthode d'enseignement de la pensée critique qui mobilise le paranormal. Et ce qu'il a fait aussi particulièrement dans ce cadre-là, c'est il a décidé se focaliser aussi, en plus des cas du paranormal dont il a traité. En fait, il mobilise donc des biais ou des sophismes, hein, en logique, et alors il va aussi mobiliser ce qu'il a appelé des facettes. Alors les facettes, c'est un peu des aphorismes ou des dictons, sceptiques ou zététiques. En fait, c'est des dictons qui présentent un aspect, de la méthode scientifique ou, de la pensée critique, mais qui ne sont pas des biais ou des sophismes. Donc l'idée vraiment de la zététique conçue par Brock, c'était vraiment, le paranormal comme porte d'entrée à la pensée critique, hein, donc utiliser le paranormal pour initier à la pensée critique. Alors la raison de ce choix, pourquoi le paranormal et pas un autre sujet? Bah, c'est parce que, heu, pour Brock, le paranormal serait un sujet moins chargé émotionnellement que d'autres sujets.
On peut imaginer qu'essayer de faire penser de manière critique sur la politique, par exemple, ou sur la religion, sont des sujets qui sont plus chargés émotionnellement, ou tandis que le paranormal, ça serait plus soft de ce côté-là. Bon, après, je pense que ça se discute, et ça se discute aussi, sur de quel sujet on parle dans le paranormal. Comme vous allez voir, on va parler du monstre du Loch Ness. Effectivement, je pense que le monstre du Loch Ness n'est pas un sujet très chargé émotionnellement. Je pense pas que vous allez tomber sur beaucoup d'enfants ou d'adolescents ou d'adultes en Belgique qui sont absolument convaincus que le monstre du Loch Ness existe. Et donc c'est vrai que dans ce cas-là, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, si on prend un autre sujet, comme, je ne sais pas, l'homéopathie par exemple, bah, vous pourriez avoir déjà des gens très engagés dans leur croyance dans l'homéopathie, et donc ça pourrait déjà être plus sujet à contention, face au public, dans lequel vous êtes, quoi. Hem Et donc la zététique, ben, ça utilise différents aspects pour enseigner la pensée critique. Donc il y a 2 aspects qui viennent plutôt de la philosophie, donc qui sont la logique, donc ça c'est, tout ce qui est les sophismes, hein, d'un côté, et l'épistémologie, donc la branche de la philosophie qui étudie les sciences. Comment fonctionne la science, hein, et puis, tout ce qui est méthodologie scientifique. Donc encore une fois, pour moi la zététique, c'est un pôle philo et un pôle, j'appellerais alphabétisation scientifique, donc c'est une traduction de science literacy, hein. Mais alors après évidemment, il y a l'aspect, donner des connaissances scientifiques aux enfants, ce qu'on fait généralement, assez bien, dans le système scolaire. Mais, évidemment la zététique va surtout insister sur l'idée qu'il ne faut pas seulement, donner des connaissances, même en primaire, sur, enfin les connaissances, je sais pas moi, le système circulatoire ou des connaissances théoriques, mais aussi expliquer les processus ou les méthodes utilisées par la scientifique. Comment la science ou les sciences marchent en pratique. Donc un exemple classique, d'un aspect du paranormal abordé par Henri Brock, hein, c'est le sang de Saint-Janvier. Bah, le sang de Saint-Janvier, c'est un miracle qui se déroule à Naples, hein, 1 fois par an, je pense. Donc c'est une fiole où il y a du sang du saint qui est coagulé, et puis, hem 1 fois par an, donc, ils la sortent de l'église, et enfin, ils la montrent, ils la sortent de l'endroit où ils se trouvaient, ils la montrent, et le sang se liquéfie, donc c'est ça le fameux miracle. Et donc Henri Brock, oui, il en parle dans tous ses livres, donc si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez facilement trouver l'information. Mais effectivement, en fait, il y a en chimie, on connaît des liquides qui ont ce genre de propriété de se liquéfier, avec la chaleur et le mouvement. Et donc quand le prêtre prend la fiole que vous voyez sur la photo, ben, avec la chaleur des mains et le mouvement qu'il imprime, ben, ça peut provoquer une liquéfaction, du liquide, et donc on a entre guillemets «une explication rationnelle» pour ce miracle. Maintenant, l'Église catholique n'a jamais laissé faire des tests à l'intérieur pour voir exactement ce qu'il y avait, sinon ça résoudrait, enfin, on saurait exactement ce qu'il y a dans la fiole. Mais, à l'heure actuelle, on peut que spéculer ce qu'il y a dans la fiole. Donc Henri Brock a proposé, différentes recettes pour ce qui potentiellement pourrait y avoir dans la fiole. Et donc cet exemple-là permet d'aborder, le rasoir d'Occam, hein, même si, bon, qu'on utilise ce vocabulaire ou pas quand on l'explique aux enfants. Mais l'idée le rasoir d'Occam, l'idée, c'est qu'une explication, plus simple et préférable aux autres. Bon, après, pour de vrai, le rasoir d'Occam en philosophie, c'est plus difficile à utiliser que ça. Mais ici, basiquement, c'est de dire, ben, expliquer, hem, on a 2 explications possibles pour, ce sang qui se liquéfie. On a l'explication, c'est un miracle, ou on a l'explication, c'est un certain liquide qui a certaines propriétés chimiques. Ben, l'explication la plus simple des 2, c'est l'explication, chimique, quoi. On n'a pas besoin d'invoquer le surnaturel pour rendre compte de ça, quoi. Donc ça, c'est un exemple classique, donc, qui est abordé par Brock sur le paranormal, pour illustrer, par exemple, le rasoir d'Occam. Et puis là, ici, c'est un des aphorismes, c'est pas un aphorisme, un des biais ou des sophismes, pardon, que je dise pas de bêtises. Non, c'est un aphorisme ici. C'est un des aphorismes, donc c'est une de ces dictons comme ça qu'on que Brock utilise pour enseigner des principes de scientifiques. Bah, alors le vrai nom, en fait, enfin, qu'on utilise en science, c'est la corrélation n'implique pas la causalité, et le vrai nom, en fait, en philosophie, ça serait cum hoc ergo propter hoc. Mais donc une idée de Brock, ça a été de redonner un nouveau nom
à ces principes scientifiques ou aux biais et aux sophismes aussi. Il les a renommés pour donner des noms qui sont un peu plus catchy, plus facilement mémorisables ou plus facilement assimilables par les adolescents. Donc l'effet cigogne, pourquoi est-ce qu'il a donné ce nom-là? La corrélation n'implique pas la causalité. Bah, c'est que, donc l'exemple qu'il donne, c'est que dans les communes qui abritent les cigognes, le taux de natalité est plus élevé que dans l'ensemble du pays. Conclusion, les cigognes apportent les bébés. Bah non, en réalité, c'est les cigognes nichent de préférence dans les villages plutôt que dans les grandes agglomérations. Et il se trouve que la natalité est plus forte en milieu rural que dans les villes. Mais donc voilà, bon, dans la littérature scientifique, vous trouverez juste corrélation n'implique pas la causalité, mais bon, voilà, l'idée de Brock, c'était de rappeler ça effet cigogne, si ça vous parle. Personnellement, je suis pas super fan de renommer les biais et les facettes comme ça, avec des noms comme ça, mais bon, ça se discute, hein, si ça vous parle. Voilà, il s'est amusé à redonner des noms un peu plus fun à tous ces principes. Bon, évidemment, avant Brock, il y a eu des zététiciens, hein, c'était pas le premier. Évidemment, la zététique, c'est un mot qui remonte à l'Antiquité grecque, hein. Ici, évidemment, j'ai mis, parce que j'en parle dans une de mes BD, de Fontenelle. Hein. De Fontenelle, il a écrit La Dent d'Or, hein, qui est une chouette histoire pour les enfants. Donc, La Dent d'Or, c'est l'histoire du fait qu'on raconte que dans une ville, il y aurait un enfant qui aurait une dent en or. Et alors, il y a un scientifique qui écrit un livre sur ce miracle, sur cette extraordinaire chose qu'un enfant aurait une dent en or. Et puis, un deuxième scientifique qui commente le livre du premier scientifique. Et puis, un troisième scientifique qui fait l'état des lieux de la controverse entre le premier et le deuxième scientifique, jusqu'au jour où il y a un plaqueur d'or qui va voir l'enfant en question et qui constate qu'en fait, c'est juste une fausse dent en or et qu'il n'y a absolument pas de miracle. Donc ça, c'est l'histoire de Fontenelle. Hein. Et donc, ça donne justement un autre principe qui est assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Donc, ici, c'est la formulation qu'utilise Fontenelle lui-même. Mais l'idée, c'est qu'avant de commencer à vouloir donner une explication scientifique à un prétendu miracle, il faut s'assurer que le miracle est bien vrai. Et ça vaut pour d'autres phénomènes comme, par exemple, le monstre du Loch Ness. Non. Avant de commencer à te parler de la biologie du monstre du Loch Ness, il faut s'assurer qu'il y a réellement un monstre du Loch Ness dans le lac. Alors le groupe dont je fais partie, donc je l'ai dit, hein, le Comité belge pour l'analyse critique des parasciences, c'est la première association sceptique au monde, hein, historiquement. Bon, jusqu'à présent, la seule chose qu'on a trouvée, c'était une association plus ancienne, mais qui était focalisée sur les pseudomédecines, donc plus centrée sur un domaine spécifique. Et donc on le surnomme le Comité Para, et l'association a été fondée en 1949. Pourquoi? Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de médiums et de voyants et de radiesthésistes, donc avec les pendules, etc., qui prétendaient être capables de retrouver les corps des personnes disparues sur le champ de bataille. Et donc, c'est un groupe de scientifiques qui s'est constitué pour essayer d'informer le grand public sur les risques, sur le fait que c'était des pratiques pseudo-scientifiques. Hein. Et alors, évidemment, comme je l'ai dit, la zététique, c'est aussi diversifié aux États-Unis. Hein, donc, en fait, on l'appelle scepticisme scientifique plutôt que zététique. Donc, en réalité, un philosophe américain qui s'appelle Paul Kurtz a eu vent de l'association du Comité Para en Belgique, et il a créé une association similaire en 1976, hein, donc, dont le nom d'origine ressemble vraiment au nom du Comité Para en français. Hein, c'était le Committee for the Skeptical Examination of Claims of the Paranormal. Donc c'est exactement le même nom, mais traduit en anglais que le Comité Para. Bon, actuellement, ils ont changé les noms aussi. Oui, c'est vrai que le Comité Para, il y a une évolution des noms des associations, mais en tout cas, le lien entre l'association, donc en français XICOP, en anglais ça se prononce SciCop, hein, et le Comité Para, est clairement évident dans les noms d'origine des deux associations. Et donc, il a créé ça pour avoir une association similaire aux États-Unis, avec un groupe encore une fois, de scientifiques. Il y avait Carl Sagan dedans, il y avait James Randi, qui était un illusionniste. Et évidemment, le mouvement sceptique aux États-Unis a pris beaucoup d'ampleur et a eu beaucoup d'écho dans le monde. Hein, donc, la plupart dans le monde, on ne connaît pas vraiment la zététique de Brock, mais on connaît généralement le scepticisme scientifique américain. Donc en 1992, il y a Michael Shermer, qui est un sceptique américain, qui a créé la Skeptic Society. Et puis en 1996, Gervandi a créé
une fondation. Donc James Randi, c'était un célèbre illusionniste qui aussi essayait démystifier par exemple des preachers, donc des gens qui font comment dire, preacher, bon, c'est quelqu'un, enfin des pasteurs catholiques comme ça qui prétendent, vous savez, il y a des gens dans une chaise roulante et alors il leur dit lève-toi et marche, hein, ce genre de choses, hein. Et il a montré que c'était Peter Popoff, si mes souvenirs sont bons, celui-là, qu'il utilisait aussi des trucs, hein, entre autres, des trucs classiques de mentalisme, hein. Entre autres, il demandait de remplir un formulaire avant de rentrer à l'intérieur et donc il avait des informations privées sur la personne. Enfin, c'est des techniques classiques de magiciens pour faire semblant d'avoir des pouvoirs paranormaux. Et puis en 2005, il y a les premiers podcasts qui sont apparus aux États-Unis, hein, et puis le mien, qui est le premier podcast audio en français, est apparu peu après, hein. Ça fait plus de 10 ans que je le fais. Alors, dans les définitions de la zététique, qu'est-ce qu'on a? On a l'art du doute, hein, qui est une définition proposée par Henri Brock, dont je ne suis pas tellement fan. Parce qu'en fait, le problème de cette définition, dire c'est apprendre à douter, oui, c'est qu'évidemment, il va falloir bien distinguer le doute raisonnable du doute déraisonnable, et c'est pas toujours facile, évidemment, d'un point de vue théorique. Donc, évidemment, le doute déraisonnable, c'est ce qui fait sombrer les gens dans les théories de la conspiration, tandis que la zététique ou le scepticisme, ce serait le doute raisonnable. Donc, évidemment, les sceptiques et les zététiciens font confiance au consensus scientifique, hein, et des choses comme ça. Donc, il faut se méfier. Enfin, voilà. Les platistes, évidemment, ils doutent aussi, mais c'est du doute déraisonnable. Donc, après, c'est une définition classique d'Henri Brock. Et sinon, Richard Monvoisin, qui est un sceptique assez célèbre, qui a fait sa thèse de doctorat en pédagogie, de la zététique. Lui, il dit que la zététique est l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, des pseudosciences et des thérapies étranges. Et la zététique est l'art de faire la différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance. Voilà, c'est deux définitions qui me semblent plus précises. Alors actuellement, la zététique a évolué, s'est diversifiée, et c'est un grand mouvement dans le monde francophone maintenant. Et comme je l'ai dit, dans le monde anglo-saxon, il est encore plus important. Mais ma définition à moi, c'est un peu une définition technique là, pour essayer de capturer ce qu'est réellement la zététique à l'heure actuelle. Pour moi, la zététique, c'est une communauté de pensée, donc c'est un ensemble de gens qui se mettent ensemble pour réfléchir, qui regroupe non seulement des gens qui s'intéressent au même sujet, mais qui le font avec une vision des choses similaires, afin qu'ils puissent construire ensemble des savoirs. Et donc, ils s'intéressent particulièrement à la promotion de la pensée critique, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, à la vulgarisation de la science et de la philosophie, et à l'étude scientifique du paranormal. Sinon, les critiques classiques de la zététique, et puis après on abordera la zététique pour les enfants, mais les critiques classiques de la zététique, souvent on dit la zététique serait une forme de scientisme. C'est vrai qu'il peut y avoir des dérives scientistes chez certains zététiciens. On peut entendre certains zététiciens qui tiennent des discours scientistes. De toute façon, donc, une définition exacte du scientisme, hein, en philosophie, le scientisme, ça serait principalement penser que la science permet de répondre aux questions morales et éthiques, hein. Et donc, oui, ça, c'est vrai que parfois certains sceptiques vont tenir ce discours, mais pour moi, encore une fois, il y a la zététique et le scepticisme sont divers et variés, donc ce genre de dérive n'est pas omniprésente pour le moment dans le mouvement. Et puis, comme je l'ai dit, la zététique, c'est aussi une grosse part de philosophie, donc à ce moment-là, et d'épistémologie. Donc à ce moment-là, normalement, si on maîtrise ces aspects-là, ça doit éviter les dérives scientistes. Et puis ces dernières années, il y a eu plus de critiques sur l'angle manque d'intégration. Souvent, les gens qui font cette critique-là parlent des sciences humaines et sociales. En réalité, quand ils disent ça, ils veulent dire la sociologie. C'est en partie vrai, en raison du fait qu'au départ, la zététique a surtout été influencée par les sciences dures et la psychologie, particulièrement la psychologie expérimentale. Mais voilà, donc à l'heure actuelle, on essaie d'intégrer plus de sociologie dans
dans ce qu'on fait, dans ce qu'on raconte. Donc c'est une critique qui est bon, dans les 2 cas, on peut trouver des dans les pour les 2 critiques, on peut trouver effectivement des scepticiens ou des sceptiques qui tombent dans ces travers, mais c'est pas quelque chose qui est généralisé, quoi. Et alors, oui, un des meilleurs manuels qui existent à l'heure actuelle pour enseigner ça, ce dont on vient de parler, à un public qui ne sont pas des enfants, mais qui sont soit des jeunes adultes, soit, bon, je dirais des élèves du lycée, hein, ou en dernière année du lycée, ça me paraît très bien, qui sont déjà bien éveillés. Le livre de Normand Baillargeon, c'est un classique, hein, qui a été édité il y a déjà pas mal, une dizaine d'années au moins, qui s'appelle Petite cours d'autodéfense intellectuelle, heu, qui est vraiment extrêmement bien fait, qui couvre beaucoup d'aspects. Donc bon, c'est pas forcément conçu comme un manuel, mais en pratique, ça serait totalement un livre que je pourrais imaginer, faire lire à des élèves de fin de lycée et comment dire? Et de travailler avec eux, de voilà, de construire un cours autour de ce livre-là comme un manuel, quoi. Ouais, je sais pas est-ce qu'il y a des questions sur, qu'est-ce que la zététique avant que je passe à la pratique avec les enfants particulièrement? Alors oui, il y a une question, d'Antoine. Pourquoi penser qu'il parle exclusivement de la sociologie et pas des sciences humaines et sociales en général? Oui, c'est une très bonne question. Bah, ça en pratique, quand en général, les personnes qui émettent ces critiques sont des gens qui relèvent de la so qui sont des sociologues et qui relèvent de la sociologie. Hem, mais oui et puis parce que, ben, voilà, je veux dire dans les sciences humaines et sociales, ben, encore une fois, je l'ai dit, la zététique était, beaucoup au départ, il y a dont moi par exemple, il y a beaucoup de sceptiques ou de zététiciens qui sont en fait des psychologues et en psychologie, bon, il y a la psychologie sociale, hein, mais donc c'est vrai que la psychologie sociale a juste un pôle encore assez expérimental, hem et donc pour moi, en fait, la critique de la sociologie, ça vient donc pour moi, évidemment, la psychologie sociale, bah, ça relève des sciences ça tout ça, c'est aussi des sciences humaines et sociales. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qui s'est passé, c'est un peu un transfert de la il y a une sorte de conflit, universitaire, entre les champs disciplinaires de la psychologie sociale et de la sociologie, parce qu'ils essayent de parler des mêmes objets, mais ils le font pas de la même manière et ça s'est un peu, transféré sur le terrain de la zététique. Bon voilà, moi je pense que la solution, c'est d'avoir plus de gens qui font aussi de la sociologie dans le domaine. Alors évidemment aussi une des choses qu'on a eues de ce côté-là, c'est qu'il y a Gérald Bronner qui est un sociologue qui traite pas mal de sujets, qui relèvent de la zététique, hein, ou du scepticisme et donc il est assez populaire dans la communauté Z. Mais après, juste en fait, il est justement un type de sociologue assez particulier parce qu'il est justement très proche de la psychologie sociale, même si c'est un sociologue. Et donc les autres sociologues sont pas forcément super fans de son approche parce que justement, il se rapproche aussi plus de la psycho, quoi. Bon, voilà pour dire rapidement un peu de ce petit débat qu'il y a parfois, ou cette critique, d'où elle vient, quoi. Oui, d'autres choses? A priori, pas pour l'instant. OK, très bien. Bah, alors voilà, donc là, j'ai un peu, présenté, la zététique dans sa forme la plus classique, la plus standard, hein, celle de vraiment d'Henri Brock, hein, même si évidemment maintenant on peut trouver des façons de faire assez, différentes, hein, du côté de la tronche en biais ou des youtubeurs ou de certains créateurs de contenu, qui font la promotion de la zététique ou du scepticisme, hein. Ici, c'est vraiment la zététique, telle qu'elle a été conçue par Brock originellement et parfois j'appelle ça la zététique à l'ancienne, hein. Et c'est vrai que c'est un peu de ça que moi je me réclame et donc c'est vrai que j'ai décidé un jour de créer une collection de livres pour enfants qui introduirait la zététique aux enfants et donc forcément c'est de la zététique classique puisque c'est celle qui me parle, dont j'ai décidé de traiter ou de présenter, quoi. Et donc on a fait on a fait à peu près 5 tomes et c'est vrai qu'un certain nombre de tomes vont parler du paranormal et puis il y a 2 tomes qui parlent enfin, bon ça c'est encore un peu le paranormal, mais vous verrez qu'on y arrivera. Mais disons
une idée centrale déjà que j'aime bien présenter dans les livres, c'est qu'on va une idée qu'on retrouve dans plusieurs des livres, c'est que le témoignage humain n'est pas fiable, hein, ça c'est une notion importante. Pourquoi? Parce que évidemment, on va parler de monstres, hein, comme le monstre du Loch Ness. Donc ici, vous avez un un Highlander, hein, donc un habitant des Highlands en Écosse. Donc là, on l'avait appelé MacGregor, hein, parce que en Irlande, dans les Highlands, vous savez bien qu'il s'appelait souvent Mac. Euh, il a vu le monstre du Loch Ness, hein. Donc, c'est pour expliquer aux enfants, mais ce qui est aussi bon, une idée qui n'est pas forcément évidente pour les adultes, toujours pour les adultes, mais c'est que ça peut arriver aux gens de voir des choses qui n'existent pas, hein. Et donc, c'est de dire, enfin, scientifiquement, un témoignage n'est pas suffisant pour prouver l'existence de quelque chose, hein. Donc, par exemple, pour prouver l'existence du monstre du Loch Ness, bah, il faudrait, en biologie, il faudrait plus que juste des témoignages, il faudrait un, le- un spécimen du monstre du Loch Ness mort ou vif, quoi. Donc, donc ça, c'est une des idées qu'on va retrouver dans différents tomes, hein. Voilà, et donc le premier tome, comme je viens déjà d'en parler plusieurs fois, porte sur le monstre du Loch Ness. Euh, et là, vraiment, c'est vrai que on a choisi ce sujet-là, et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que je pense que le monstre du Loch Ness, c'est un sujet qui à la fois fascine les enfants et qui à la fois je veux dire, il y a pas d'enjeu émotionnel très important sur ça. Et pourtant, il va y avoir beaucoup de films, de dessins animés, de contenus YouTube qui vont présenter aux enfants l'idée qu'il y aurait des monstres dans les lacs de manière non critique, hein. Et donc ça vaut quand même vraiment la peine d'en parler de manière critique, même si, encore une fois, il y a pas beaucoup d'adultes, je pense, qui pensent que le monstre du Loch Ness existe. Après, évidemment, donc c'est des cryptides, hein, ça revient. Donc il y aurait une parascience qui s'appelle la cryptozoologie, hein, qui étudierait ces monstres, hein. Et donc ça inclut le Bigfoot, etc. Bon, en Belgique, il y a une petite association de cryptozoologie, mais bon, encore ça, c'est pas des croyances très répandues. Bon, aux États-Unis, là, ce serait différent. Je pense qu'il y aurait plus de gens, encore, ouais, plus de gens qui croiraient, par exemple, dans l'existence du Bigfoot, hein. Mais après, j'ai pas de données de sondage sociologique sur le taux de croyance dans l'existence réelle du monstre du Loch Ness. En Écosse, mais ça m'étonnerait que ça soit très élevé, hein. Je veux dire, le monstre du Loch Ness, moi je suis déjà allé plusieurs fois au Loch Ness, c'est principalement une mascotte, hein. Ils vendent plein de peluches, c'est super mignon. Et même le musée qui se trouve au Loch Ness, près du château qu'on voit sur l'illustration, c'est le château de Hogwarts. Non, c'est pas. Oui, enfin, je confonds toujours avec le château d'Harry Potter, mais c'est un nom très similaire. Il y a un musée là, et le musée est extrêmement sceptique lui-même, hein. Ils expliquent bien pourquoi c'est très peu plausible qu'il y ait un monstre qui habite dans le lac, quoi. Donc si même le musée local démystifie donc on parle de démystifier ou de debunking en anglais, hein, donc expliquer pourquoi un phénomène paranormal n'est pas vrai. Et donc avec les enfants, moi ce que j'ai essayé de faire, c'est évidemment euh, dans une animation, dans une classe, on pourrait essayer de réfléchir, leur donner l'occasion de discuter, de débattre, hein, quels seraient les arguments pour eux, qui seraient pro ou contre, hein, pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'il y aurait un monstre dans le lac ou pas un monstre dans le lac. Mais dans le livre, évidemment, là, je présente des arguments, enfin, donc c'est Zach et Zoé qui discutent entre eux et qui réfléchissent eux-mêmes à la possibilité qu'il y ait un monstre dans le lac. Bon, un des arguments classiques, c'est. Donc, une idée, ce serait que le monstre du Loch Ness, ce serait un plésiosaure, hein, qui aurait survécu à la glaciation. Je dis ça parce que c'est pas du tout plausible, parce qu'en fait, pendant la période de glaciation, le lac était entièrement gelé, donc rien ne pourrait avoir survécu dedans, mais peu importe. L'idée, ce serait donc que ce serait un plésiosaure. Mais si c'était un plésiosaure, bah, le plésiosaure, il devrait remonter à la surface pour remonter régulièrement, et donc on le verrait tout le temps, enfin beaucoup plus souvent à la surface que les observations qu'on a actuellement, quoi. Donc ça, c'est un contre-argument classique. Il y a d'autres arguments qu'on peut essayer de présenter, expliquer aux enfants, hein, bah, qu'il n'y a pas assez de nourriture pour le lac de toute façon, ou que si on devait avoir une, un écosystème de plésiosaures dans le lac, il ne faudrait pas qu'il y ait un seul monstre, il devrait y avoir une communauté, enfin comment dire, un pool de papa et de maman et d'enfants, il en faudrait un minimum pour qu'ils puissent se reproduire. Donc, ça veut dire qu'il y aurait, non, pas seulement un monstre dans le lac, mais qu'il y en aurait beaucoup dans le lac qui devraient revenir à la surface régulièrement. Donc, c'est pas quelque chose qu'on rate très souvent, quoi. Ce serait quelque chose d'aisément observable et pas
quelque chose d'anecdotique où de temps en temps, pendant l'année, les gens voient un monstre et ont beaucoup de mal à le prendre une bonne photo en tout cas. Oui, donc l'idée de ce volume-là, il m'est venu en lisant ce livre-ci, donc Charlie and the Loch Ness Monster. Donc ça, c'est une collection française de livres pour... j'ai pris ça comme exemple, mais parce que j'aime bien cette collection. Elle est vraiment bien faite. C'est des livres pour enseigner l'anglais. Mais bon, tous les livres que j'ai lus pour les enfants sur le livre de Loch Ness présentent le même problème. Donc vous voyez déjà la couverture. Sur la couverture, on a Charlie qui voit le monstre au loin, quoi. Donc vous voyez, par exemple, nous, quand on fait la couverture, il n'y a pas de monstre au loin. Il y a juste le témoin qui dit... Donc nous, on ne représente jamais le phénomène paranormal sur la couverture comme étant... Ouais, on ne le représente jamais, parce que ça, la couverture nous donne déjà l'impression qu'il y a vraiment un monstre dans le lac. Et alors, ce qui est très typique de Charlie, encore une fois, j'ai pris ça parce que j'aime bien cette collection pour enseigner l'anglais aux enfants, mais c'est vrai pour... pour de vrai, c'est vrai pour tous les livres pour enfants que j'ai lus sur le monstre du Loch Ness. Il n'y a que le mien qui n'a pas ce défaut-là. Après, on a peut-être un autre sur lequel je ne suis pas tombé, mais j'espère. Mais c'est vraiment un défaut très systématique, hein. C'est que, évidemment, les auteurs de livres pour enfants, ils doivent réenchanter le réel, hein. Il y a l'idée que c'est le monde de l'enfance, et donc on doit réenchanter les choses, hein. Et donc, par exemple, dans Charlie, là, ils vont proposer quelques explications. Il va être confronté, il va voir des faux monstres, hein, et donc c'est une façon de dire aux enfants, non, le monstre, il n'est pas vrai, quoi. Et puis ils sont en voyage scolaire avec leur institutrice, et donc l'institutrice va leur dire, non, c'est juste une légende, hein. Donc l'information qu'il n'y a pas réellement de monstre dans le Loch Ness est donnée aux enfants. Mais ce qui est très typique, c'est dans la dernière case, ils sont en train de repartir en bus puisqu'ils étaient en voyage scolaire, et Charlie se retourne et il aperçoit le monstre dans le lac à ce moment-là, brièvement, quoi. Et donc c'est parce qu'à la fin de l'histoire, il faut réenchanter de nouveau les choses, parce qu'on ne veut quand même pas briser le cœur des pauvres enfants. Et donc on réintroduit le merveilleux, on réintroduit c'est quand même cool l'idée qu'il y a un monstre dans le lac, et donc on réintroduit de nouveau l'idée qu'il y a vraiment un monstre dans le lac. Mais donc je pense que ça, c'est un des gros problèmes qu'on a dans les livres consacrés de ce type-là, hein. Cette idée qu'on fait toujours miroiter l'idée que, oui, il y aurait peut-être un monstre dans le lac, alors que scientifiquement, il n'y a vraiment aucune raison de penser qu'il y a un monstre dans le lac à ce stade. Donc pour moi, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'il faut réenchanter le monstre, réenchanter les choses, mais pas avec pas en prétendant que le phénomène paranormal est potentiellement réel, mais en réorientant vers la bonne science, quoi. Et donc, nous, évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on conclut l'histoire en disant, ouais, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de monstre dans le Loch Ness, mais par contre, les dinosaures, ils ont vraiment existé, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée qu'on développe. On ramène vers... et ça, vous voyez, c'est vraiment la zététique à la vision de Brock, c'est-à-dire qu'on utilise la pseudo-science pour ramener les élèves vers la bonne science, quoi, en gros. Bon, ici, voilà, c'était une des pages qu'on avait fait sur les plésiosaures, hein. On peut enseigner plein de choses sur les plésiosaures avec le monstre du Loch Ness, mais donc ils vivaient au Jurassique. Techniquement, c'est pas des dinosaures, mais des reptiles marins. Et aussi un autre truc qui est fun à enseigner, c'est que si vous avez déjà vu la photo classique du monstre du Loch Ness, il a sa tête un peu comme une oie, comme ça, avec son cou qui est vers le haut, et puis sa tête penchée vers l'avant, comme si c'était le cou d'une oie, comme ça. C'est totalement impossible pour un plésiosaure, parce que le plésiosaure avait les vertèbres du cou soudées, donc en fait, hein, le plésiosaure ne peut pas incliner sa tête au bout de son cou, c'est pas possible. Donc, voyez, on peut réorienter, redonner de l'information scientifique pertinente en utilisant le paranormal comme tremplin, quoi. Un des autres sujets qu'on a couvert, toujours dans l'idée, le témoignage humain n'est pas fiable, c'est le phénomène OVNI, hein, qui est donc évidemment, là, c'était mon sujet de thèse, donc c'est un peu mon dada. Donc ici, avec les enfants, évidemment, oui, c'est toujours cette idée, expliquer aux enfants que, j'aime bien dire, même les adultes voient des monstres parfois, hein, c'est toujours... Parfois, on dit les enfants, ils voient des monstres dans leur placard ou des choses comme ça, mais en fait, même les adultes, ça leur arrive de voir des choses qui n'existent pas comme ça, hein, c'est pas seulement les enfants. Et donc ici, on peut voir avec eux les différents types d'origine de méprise, hein. On les a pas toutes mises, hein. Il y a plein de choses qui peuvent être à l'origine d'une méprise avec un OVNI,
les grands classiques, les lanternes chinoises, c'est très populaire à l'heure actuelle, c'est pour les mariages, là, on fait gonfler avec de la chaleur et ça donne, des points lumineux dans le ciel et une des caractéristiques de ça, c'est qu'il y a pas de son, alors ça perturbe généralement le témoin qui s'attend à voir un objet volant et qui pense qu'il y aura forcément du bruit. Alors évidemment, c'est totalement silencieux puisque ce qui fait bouger les lanternes, c'est le vent. Et alors évidemment, le témoin, il va connecter les points comme s'il y avait un objet beaucoup plus grand, donc un triangle par exemple, parce que dès que vous avez 3 points, vous avez un triangle. La lune qui se couche, ou les phares d'une voiture en montagne, donc ça, c'est totalement explicable à des enfants, hein, enfin, ça marche très bien. Ils peuvent comprendre les sources d'une méprise. Et alors évidemment, il y a avec les ovnis, ce qui est fun, si vous voulez faire des activités avec eux, c'est tout ce qui est question de faux, hein. Évidemment, il y a des fausses photos d'ovnis. Alors évidemment, à l'heure actuelle, les fausses photos, c'est principalement infographique, mais comme activité avec des enfants, on peut facilement s'amuser à prendre des photos, fabriquer une maquette d'ovni et le bon vieux fil de pêche comme on a représenté dans la BD, ça donne des bons résultats. Et c'est réellement l'explication pour des tas de photos classiques, hein, qui datent d'avant la technologie qu'on a maintenant. Euh, donc il y a vraiment eu des photos qui étaient juste réalisées comme ça. Et puis une autre méthode qui est facile, faut se demander un peu d'huile de coude entre guillemets, mais c'est de prendre le nom m'échappe, c'est sur les voitures, sur les roues de voiture, il y a des ah, enfin, c'est quelque chose qui protège la roue de la voiture, là, c'est une sorte de disque, hein. Bah, c'est un peu comme un frisbee, mais ça a une apparence un peu plus bizarre. Et alors, on peut, on peut la peindre et la décorer pour lui donner un air plus extraterrestre. Et puis après, d'où l'huile de coude que ça demande. Il faut la lancer dans l'air et prendre la photo au bon moment. Bon. Un enjoliveur. Ah non, Gulliver, merci, voilà. Voilà, un enjoliveur, ouais. Moi, je me suis amusé à faire ça. Bon, après, le plus dur, c'est de choper le bon timing, au moment du lancer de l'enjoliveur, c'est et de prendre la photo au bon moment, mais sinon ça marche très bien et ça évite d'avoir le fil, sur le fil sur la photo. Oui, parce que la disparition du fil, c'était surtout avec les vieux films, d'appareils photo et avec nos appareils plus perfectionnés, maintenant on risque de voir le film, bon, avec des enfants, de toute façon, c'est toujours amusant de faire des fausses photos d'ovnis comme ça. Bah, après, si vous avez des compétences infographiques, évidemment, vous pouvez vous lancer dans ce que font réellement les gens qui font des trucages à l'heure actuelle, hein. Alors un des autres, aphorismes qu'on peut, enseigner aux enfants dans ce contexte-là, c'est que les affirmations extraordinaires réclament des preuves extraordinaires. Donc ici, oui, c'est en anglais, mais bon, c'est un schéma sur le phénomène ovni. Qu'est-ce qu'on a en faveur du phénomène ovni? On a des témoignages, mais on a déjà parlé du fait que c'était pas suffisant pour prouver quelque chose. On a des photos et des vidéos, mais qui sont généralement pas très nettes. L'objet est très, très loin et très flou. Et donc, c'est pas suffisant, quoi. Donc, ce qu'on a contre ça, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de faux, qu'on sait que le témoignage humain n'est pas fiable, qu'on sait que la mémoire humaine n'est pas fiable. Donc, on a tout ça contre. Si jamais on voulait prouver le phénomène OVNI, que le phénomène OVNI est d'origine extraterrestre, pardon, il faudrait des preuves extraordinaires, quoi, des extraordinary evidence. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein. Si vous arrivez à capturer une soucoupe volante ou un alien, et à le montrer à la communauté scientifique, ça le fera, hein. Mais je veux dire, c'est essayer d'expliquer aux enfants qu'est-ce qui consiste. Chez les sceptiques, on parle souvent de pyramides des preuves, hein. Quels sont les éléments qui sont. Les anecdotes, par exemple, sont des très mauvaises preuves, puis les témoignages humains sont des mauvaises preuves. Et après, on peut essayer d'expliquer. Ouais, c'est dans la partie fonctionnement ou méthodologie de la science, quoi. Et après ça, on a abordé les légendes urbaines, hein. Et ça, c'est un domaine scientifique qui relève de la folkloristique, donc qui est l'étude du folklore. Et la raison pour laquelle on a abordé ça, c'était parce que mon fils et beaucoup d'enfants, en fait, voient des vidéos YouTube qui leur parlent de rumeurs, de légendes urbaines et de creepypasta. Bon, en sociologie, c'est trois. Bon, après, les définitions des trois choses sont sujettes à débat, mais bon, généralement, on distingue légende urbaine, rumeur et creepypasta, hein. Donc, la légende urbaine, normalement, dans les définitions les plus courantes, on ne doit pas retrouver le témoin d'origine, on ne doit pas savoir d'où elle vient, quoi. Et la légende urbaine, c'est un récit, donc c'est une petite histoire, tandis que la rumeur, c'est juste une information qu'on donne. Et les creepypasta, bon, ça, c'est des mèmes internet, mais dont généralement on peut retrouver
l'auteur, donc on sait quel est le point d'origine du creepypasta. Et donc, oui, il y a quelques années, c'est un vrai creepypasta là, qui s'appelle Momo. C'était une statue qui avait été faite d'une femme oiseau qui avait fait par un japonais. Bon, je pense pas qu'il pensait à mal, mais on l'a pris en photo et puis le mème s'est diffusé largement sur Internet. Ça terrorisait absolument les enfants, ça faisait très très peur. Ça a même été un problème pour nous quand on l'a dessiné dans l'album, parce que comment faire le dessin sans que ça fasse trop trop peur, pour des enfants de primaire, hein, évidemment. Bah. Mais donc oui, expliquer voilà, les creepypastas, ce que c'est, hein, et les légendes urbaines, que les légendes urbaines sont juste des récits qu'on raconte, mais qui n'ont pas de... En fait, il n'y a pas de témoin. Dans le monstre du Loch Ness, on peut retrouver des gens qui disent on l'a vu, mais les légendes urbaines on n'a pas de témoin originel, quoi. C'est juste une histoire qu'on raconte. Une autre façon de l'aborder aussi que j'aime bien, c'est dire, ton youtubeur, tu vois, il a dit avant de raconter son histoire selon la légende. Ça veut dire quoi selon la légende? Selon la légende, ça veut dire qu'en fait, c'est pas vrai, qu'on n'a aucune raison de penser que ce soit réellement produit. C'est juste une histoire qu'on raconte. Et ton youtubeur, il fait juste ça parce qu'il sait que parce que ça fait un peu peur et que tu auras envie de la regarder, ça va lui donner des vues. Mais voilà, essayer d'aborder ça de manière pédagogique pour un peu désamorcer la chose et leur donner une perspective critique dessus, hein. Parce que vraiment, à partir de 8-9 ans, ce genre de contenu commence vraiment fait fureur dans les cours de récré, hein. Il y a aussi le Slenderman, oui, donc ça, c'est un personnage allongé qui observe les enfants de loin, qui est devenu tellement populaire qu'il y a eu un film hollywoodien maintenant. Il y a eu des jeux vidéo, mais sinon, il y en a plein. Il y a Siren Man, qui est une sorte de poteau électrique avec une sirène au sommet qui se déplace. Mais ah, pour nous, ça peut paraître un peu... comment dire, ridicule ou c'est juste fun. Enfin, d'ailleurs, les créateurs de ces contenus font ça pour s'amuser, mais c'est vrai que quand on est enfant, on peut se laisser emporter par ces récits, quoi. C'est pas mal de pouvoir les désamorcer un petit peu, je pense. Alors, le sujet le plus controversé qu'on ait couvert. Et encore, je dis ça parce que le sujet, c'est sur la mythologie chrétienne, donc on a abordé la religion, mais pour de vrai, le sujet le plus controversé qu'on ait couvert, c'est la fête de Noël. Pourquoi? Parce qu'on explique dans l'album que ce sont les parents qui donnent les cadeaux et qu'il n'y a pas réellement de Père Noël. Et de manière assez étonnante, ça fait souvent beaucoup réagir les gens. Mais disons que dans la communauté sceptique ou zététique, il y a 2 points de vue sur la question. Le point de vue de base qu'on entend beaucoup, c'est de dire, vivre l'expérience du Père Noël, donc avec les parents qui font croire aux enfants au Père Noël. Moi, j'aime bien utiliser les qui mentent aux enfants à propos du Père Noël. C'est une expérience originelle d'apprendre aux enfants qu'il faut douter des informations qu'on reçoit, quoi. Et donc, dans le fond, ça serait une façon de leur enseigner à douter de l'information qu'ils ont, quoi. Et évidemment, souvent, beaucoup de sceptiques et les zététiciens sont athées, alors ils vont dire, bah oui, ça prépare au fait de douter par rapport à Dieu, puisque finalement, faire le parallèle en le Père Noël et Dieu, ça sera facile à faire par la suite. Donc ça c'est un discours qu'on entend beaucoup sur le sujet. Personnellement, je suis pas très convaincu, d'où mon album. Après, toujours les gens peuvent le lire, avec les enfants quand ils découvrent par eux-mêmes. En général, ils découvrent vers 7-8 ans par eux-mêmes que le Père Noël n'existe pas, hein. Donc une fois qu'ils l'ont découvert, on peut lire ensemble le livre pour réfléchir avec eux sur la question. Mais oui, enfin, ma position, c'est il y a des tas d'autres manières d'apprendre aux enfants à douter de l'information qu'ils reçoivent et que, d'une certaine façon, pour moi, ça ne vaut pas la peine d'endommager la relation entre les parents et les enfants. C'est pas nécessairement les parents qui doivent le faire. Enfin voilà, il y a d'autres. Cette leçon-là, ils peuvent l'apprendre autrement que par le Père Noël, quoi. Et la fête de Noël peut être fun et magique et féerique sans faire croire aux enfants que le Père Noël existe, quoi. Donc ça, c'est ma position. Maintenant, je pense honnêtement qu'elle est un peu minoritaire mais dans la communauté sceptique, mais voilà, c'est ça, c'est la mienne. Mais pour donner un exemple de comment on peut enseigner à douter de l'information aux enfants, pour moi, la pharmacie est un lieu magique, hein. Dans les pharmacies, ils vendent tellement de choses qui sont des pseudo-médecines que c'est facile de dire, ouais, tu vois la pharmacie, le poster là, la pharmacie qui te dit que ça marche super bien pour ce problème-là, en fait,
en fait, c'est pas vrai, c'est juste ils essaient juste de ils essaient juste de t'arnaquer, quoi. C'est de la poudre, moi j'utilise le vocabulaire de poudre de perlimpinpin. Ils te vendent de la poudre de perlimpinpin, quoi. Hem, Particulièrement enfin voilà, poudre de perlimpinpin, ça tombe pas ça coïncide assez bien avec l'homéopathie d'ailleurs. Donc moi je la pharmacie suffit, hein, et une fois qu'on a expliqué ça aux enfants, qu'il y a certains des produits que les pharmacies vendent qui sont là uniquement pour faire du profit à la pharmacie, alors qu'il y a pas de preuve scientifique que ça marche pour de vrai. Il suffit d'une situation, qui naît spontanément où la pharmacienne essaie de recommander, enfin moi ça m'arrive tout le temps que la pharmacienne essaie de me recommander, je sais pas, de l'homéopathie, quoi, un traitement homéopathique par exemple. Heu et alors, bah, voilà, tu vois, à mon fils, je lui dis: «Beh, voilà, tu vois, tu as une adulte qui, je sais pas si elle y croit elle-même, mais qui a essayé de me tromper, quoi, en gros, hein». Donc pour moi, l'expérience du Père Noël n'a pas besoin de jouer ce rôle-là. On est déjà assez exposé à des fausses informations dans la vraie vie pour enseigner cette leçon aux enfants. Et oui, donc bon, après, le volume suivant, c'est sur la religion chrétienne. C'est celui qui est le moins fait pour les instituteurs, de la série, parce qu'en tout cas en Belgique, en France, je connais moins la situation. Moi, je suis belge, hein. En Belgique, donc on a un devoir de neutralité, hein, dans l'enseignement, donc on ne peut pas se prendre position dans les différentes religions, hein. Bon, après, je connais des instituteurs qui l'ont quand même lu, donc après, la manière dont en classe, le livre est très respectueux, hein, mais bon, c'est toujours aussi comment on interprète cette neutralité, ce qui est de l'ordre de la neutralité dans ce qu'on dit dans la classe. Mais c'est vrai que, moi, je trouve ça intéressant au niveau de la pensée critique d'aborder, parce que la religion est quelque chose qui nous entoure, et donc à donner des outils pour réfléchir à la religion, ça me paraît important. Et du côté des chrétiens, il y a donc l'apologétique, qui est la défense rationnelle de la religion chrétienne. Donc là, c'est plutôt un livre de contre-apologétique ou d'athéologie, bof. Alors, dans ce livre-là, on couvre de la théorie de l'évolution, et ça, c'est vrai que c'est un des sujets qui est considéré comme un sujet majeur à enseigner aux enfants, par les sceptiques, surtout outre-Atlantique. Hem, du côté américain, forcément à cause, bon, leur situation est particulière puisque chez eux, évidemment, dans la Bible Belt, l'enseignement de la théorie de l'évolution est toujours un enjeu, qui est fortement contesté par les chrétiens qui sont là-bas, avec l'idée qu'il faut enseigner l'alternative, donc enseigner, le mythe de la création dans la Bible. Hem Un des contre-arguments sceptiques, c'est de dire, si vous voulez, OK, on veut bien enseigner l'alternative, mais alors il faut aussi enseigner, le mythe d'origine, shintoïste, et le mythe d'origine, hindoue, et raconter tous les mythes d'origine, quoi. Il y a pas de raison de présenter que la création selon la Bible. Mais donc oui, pour les Américains, enseigner, la théorie de l'évolution aux enfants, c'est vraiment dans le côté, scientifique littératie, donc connaissance scientifique. Hem c'est quelque chose de crucial pour eux. Bah, moi, je pense que c'est aussi, quelque chose d'important chez nous. J'ai l'impression que les enfants de primaire, c'est pas quelque chose qui soit, heu, très abordé malheureusement. Il y a des notions de biologie qui sont données, mais pas vraiment alors ils vont en primaire, en tout cas en Belgique, on va parler d'écosystèmes et de choses comme ça, mais pas vraiment la théorie de l'évolution en elle-même. Pour la théorie de l'évolution, avec des enfants de primaire, il y a moyen de, bon, ici, évidemment, ce qu'on a fait dans le livre, c'est vraiment raconter l'histoire de la vie, hein, voilà, avec le Tiktaalik qui sort de la mer, et cetera. Mais il y a aussi, ça on l'a pas encore fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fera certainement dans la série, mais parler des mécanismes de la théorie de l'évolution, hein, d'expliquer, que les chiens descendent des loups, par la sélection artificielle, ou pour expliquer, voilà, le mécanisme par lequel les ours sont devenus blancs, par adaptation, heu au pôle Nord, et cetera. Heu, voilà, donc oui, je pense que ça l'idée d'adaptation, je crois que je l'ai déjà vu passer dans les programmes en fin de primaire, hein, mais bon, bref. Enfin, pour les sceptiques et les zététiciens, je pense qu'il faudrait enseigner beaucoup plus la théorie de l'évolution que ça ne l'est fait en primaire, en tout cas. Parce que ça devrait être quasiment, comment dire? Un socle de base de la compréhension du monde dans lequel on vit, quoi. Mmh.
Oui, j'ai mis 2 livres que j'aime bien. Celui que j'aime bien sur la théorie de l'évolution, c'est celui de droite. Malheureusement, je pense pas qu'il ait été traduit en français, qui s'appelle Grandmother Fish, hein, donc c'est ta grand-mère, poisson. Et puis alors on remonte à travers l'arbre de la vie, c'est ta grand-mère, donc il y a la grand-mère poisson, puis la grand-mère mammifère, puis la grand-mère humain. Enfin, j'ai sauté des étapes, mais enfin, vous me voyez. Et puis à la fin, ils ont fait un arbre de la vie. Alors avec l'enfant, on peut partir, des premières, avec son doigt, hein, il peut partir des premières, cellules, hein, et puis remonter l'arbre de la vie en voyant les différentes branches et essayer de retrouver où se trouve l'être humain dans l'arbre de la vie. Et en plus, quand on l'a dessiné comme ça, c'est super pour voir, bon, par exemple, que les chauves-souris ne sont pas du côté, des oiseaux, ou que ou que les dauphins sont du côté des mammifères et pas des poissons, et cetera. Voir un peu comment l'arbre de la vie se situe, quoi. Totalement faisable avec des enfants de primaire. L'autre, c'est en français, je l'ai mis parce que bon, lui, il est pas mal, il est en français. C'est un truc Montessori, mais c'est l'histoire de la vie. Donc ça correspond à ce qu'on a fait dans la bande dessinée, mais avec des illustrations en images de synthèse. Oui, bon, enfin voilà, il est bien fait. Donc de toute façon, des livres comme ça, il y en a pas mal, hein. Face à Grandmother Fish, il est vraiment top. Dans ce bouquin-là aussi, on a abordé, voilà, un peu de philosophie avec la question du mal. En fait, pour les enfants, il y a le courant, l'enseignement de la philosophie pour les enfants, et l'idée de la philosophie, de la pratique de la philosophie avec les enfants, c'est de dire: «On va mettre les enfants ensemble et puis ils vont réfléchir, on va leur donner un sujet de réflexion et puis, en fait, on va laisser les enfants réfléchir par eux-mêmes, quoi». Donc la pratique de la philosophie avec les enfants, c'est laisser les enfants débattre entre eux. Beh, c'est vrai que ça a tout à fait sa place selon moi, mais d'un autre, il y a une partie de moi qui trouve que on doit aussi, présenter certains arguments, parce qu'en réalité, en philosophie, il y a quand même eu un progrès philosophique à travers le temps, et il y a quand même des arguments philosophiques dans certains domaines, comment dire? Qui sont des incontournables et qu'il faut maîtriser parce que voilà, ça a déjà été réfléchi et pensé. Et donc par exemple, sur la question de Dieu, bah, le problème du mal, c'est un classique, qu'on soit chrétien ou pas chrétien ou d'une autre religion, ça vaut la peine de connaître cet argument. Donc basiquement, enfin, c'est avec les attributs divins, donc si Dieu est amour omniprésent et omnipotent, donc s'il sait tout, qu'il est présent et qu'il peut tout, et qu'il est amour, ben, forcément il ne devrait pas laisser exister le mal. C'est bizarre qu'il y ait le mal qui existe dans le monde. Et donc la fourchette de choix, bah, soit Dieu, s'il a créé comme il est omnipotent, s'il a créé les maladies et les volcans et tout ça, enfin le mal, bah, ça veut dire qu'il est pas vraiment amour, ou bien, s'il est amour, bah, c'est qu'il est pas vraiment omnipotent, quoi. S'il a pas été capable d'empêcher le mal d'exister dans le monde. Mais bon, c'est un argument, même qui est encore débattu aujourd'hui en philosophie de la religion, et donc encore une fois, c'est juste une présentation du socle de l'idée de base sur lesquelles les philosophes continuent à débattre à l'heure actuelle, donc ça vaut la peine en termes de culture générale philosophique ici, plutôt que culture générale, scientifique. Et ben voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous raconter. Ben, merci à tous ceux qui sont venus m'écouter en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Brassac.